donc je vais attaquer alors. On est OK, Jean-Pascal? Tu veux faire une Moi, je suis présentation? prêt. Si tu veux faire une présentation, à toi l'honneur. Ah oui, bienvenue à tous. Et je remercie surtout Michel de pouvoir nous présenter cette petite conférence. C'est vrai qu'il y avait eu de la demande et on a eu cette idée. Il y en aura d'autres derrière. Euh, J'y réfléchis. C'est vrai que je réfléchis à beaucoup de choses. Et s'il y a des gens qui veulent aussi se présenter, qui veulent présenter ce qu'ils font, que ça soit aussi bien de la médiumnité, la voyance ou toute autre chose, on est preneur avec Michel pour faire des interviews. Et ça sera avec plaisir. Exactement. Voilà. Voilà. Et puis je laisse maintenant Michel, je laisse la parole à Michel parce que c'est lui le spécialiste sur la prophétie des anges. Moi, absolument pas. Je vais apprendre beaucoup de choses ce soir, je crois. Tu l'as jamais même vu en film? C'est une question comme ça. Bonsoir Gaël. Waouh. Jamais. Jamais. Chantal. Bonsoir Chantal. C'est tous des amis, tu sais, que je connais depuis longtemps pour certains même. D'accord. Et Gaël, ça doit faire un moment que Kelly, que tu m'avais pas vu en direct. Bonsoir Sylvia. Bien, et ben alors j'attaque. Bon, déjà, effectivement, pour le fait d'avoir des thèmes d'autres conférences, il y a de quoi faire. Déjà, on a fait une conférence un live. On a fait un live il y a quelques mois avec toi, Jean-Pascal, qui avait été fort agréable sur l'hypnose, si tu te souviens bien. Et j'avais toujours promis qu'il pouvait y avoir une suite. Alors, il y a plusieurs suites possibles, mais une des suites qui serait cohérente, ce serait de faire un live sur le magnétisme, sur ma vision de l'énergie, du magnétisme, de la manière dont on peut le travailler avec l'hypnose et la manière dont on peut le travailler en tant que tel pour accompagner les personnes, pour charmer le feu, et ainsi de suite. Donc, si ça t'intéresse, on pourrait programmer un live sur les énergies, le magnétisme. Enfin, je trouverai un titre adapté si tu le souhaites. Ah ben volontiers. Et puis bon, voilà, tu me prépares, comme je te dis, tu prépares la maquette et moi je me charge du reste. Oui, d'ailleurs, merci. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Je voulais te remercier pour la maquette et la petite vidéo que tu as fait du montage de la présentation de ce live, parce que c'est vraiment autant par la musique que par les images choisies, c'était impeccable. Voilà, donc je t'en remercie vraiment. Et ça, je pense que ça a plu à beaucoup, hein, vraiment. C'est avec plaisir. Mais je t'avoue que je me régale derrière aussi à faire ça. C'est que du bonheur pour moi. Ok. Bien, ben écoute, les gens arrivent à peu près, bon, tout le monde n'est sans doute pas là, j'attends encore quelques personnes, mais Jean-Christophe, tiens, bonsoir Jean-Christophe. Hélène, bonsoir. Ah ben monsieur, mon Dieu, que du beau monde. Oui, donc, eh bien je vais attaquer, 21h06, hein, bon, on a laissé pas tout à fait le quart d'heure toulousain, mais pas loin. De façon à ce que les gens puissent se connecter. Et au moins déjà 15 personnes qui sont là, et puis d'autres vont arriver de toute façon, d'autres vont partir, d'autres vont arriver, enfin on va bien voir. Je devrais pas Je vais essayer avoir... de me déplacer Oui. pour qu'on me voie un peu plus vers la lumière. Oui. Oh Voilà. Hein? c'est vrai que C'est mieux c'est là. un petit peu plus agréable, ça fait moins sombre, on va dire. Ben, moi j'ai préparé mon coup, si tu veux, avec les lumières et tout, pour avoir une clarté d'image qui soit correcte, quoi, c'est normal. Hein. Ouais, mais moi en fait, ce qu'il y a, c'est que je voulais mettre le bandeau de parapheuille derrière moi. Et en fait, ça fait effet miroir et on le voyait à l'envers. Du coup, je me suis fait piéger. Ah oui, Et j'ai tout comment fait ça se fait que ça le fait à l'envers? Tiens, c'est curieux ça. C'est normal parce que je me regarde en fait, tu sais, je l'ai mis, tu sais, comme tu fais sur les selfies, c'est que ça fait exactement pareil. Du coup, tu as l'effet Ah oui, miroir. d'accord. Et C'est d'ailleurs le du coup, problème qui est arrivé à Delphine sur la première image qu'elle nous a mis sur le
live d'avant-hier avec notre ami Gaël, c'est que le tout début, l'image est complètement à l'envers, donc on n'arrive pas du tout à lire. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, Michel, eh ben, je te laisse maintenant te Oui, présenter j'attaque tout donc, ça. hein. Donc le propos, effectivement, de ce soir, c'est de vous proposer un live qui correspond d'ailleurs à une conférence que j'ai fait en public avec 180 personnes, avec 45 personnes, avec plein de gens tout le temps, aux différents endroits où je l'ai présenté. Je l'ai présenté donc à Vichy, je l'ai présenté dans une commanderie templière du côté de Avallon, donc dans le nord-est de la France. Je l'ai présenté au Puy-en-Velay récemment, je l'ai présenté à Clermont, à Thiers. Et en fait, là, je vais vous faire peut-être pas la conférence telle quelle, mais pas loin, en tout cas en live. Donc, le propos de ce live, donc de ce soir, c'est de vous parler des 9 révélations de la prophétie des Andes. Alors, en fait, à la base, la prophétie des Andes en tant que telle, c'est un livre écrit par James Redfield, un Américain, en 1993, à la suite de ses vécus à partir des années 88, 89, 90, 91, 92, 93, où il a vécu beaucoup de phénomènes en correspondance avec la prophétie des Andes telle que je vais vous l'expliquer. Et ce livre est un best-seller au sens de l'édition d'un livre, puisqu'il a été édité à plus de 35 millions d'exemplaires, 35 millions d'exemplaires dans le monde entier, dans toutes les langues. Et il est maintenant en collection, j'ai lu, et puis on le trouve aussi probablement en e-book ou en PDF même peut-être. En tout cas, il a été donc hyper répandu hein, dans le monde. Et ce livre a fini par générer, mais beaucoup plus tard, donc 1993-2006, 2006, la sortie donc du film. Le film d'où sont extraits les quelques images que tu as mis sur la présentation du live de ce soir. Tu vois, voilà. Ce D'accord. film est sorti en 2006. Bonsoir Laetitia. Mon Dieu, eh bien, ça fait plaisir. Il y a quelqu'un qui me demande comment se connecter pour la conférence. Ah bon, c'est ça. Attendez 2 secondes. Hein. Je ne sais pas comment je vais répondre, mais enfin je vais tenter. Euh, sur le live de Parafiles. Bon, après, je ne sais pas comment lui faire ça, moi. Bon, voilà, ok. Bien. Vous me suivez toujours, là? Oui, voilà. Donc, c'est pas facile hein, de faire le live en direct avec des gens qui posent des questions. Donc en 2006 sort le film. Alors un film qui reprend vraiment d'une manière très... Bon, bah, c'est comme tous les films qui sortent d'un livre, ça reprend jamais tout le détail de tout le livre, Mm. mais ça en reprend vraiment non seulement l'idée principale, mais également, je pourrais dire, l'ambiance. Et, euh, et c'est vraiment bien fichu. En plus, les images sont absolument, donc le film en lui-même, les images sont absolument magnifiques. Bonsoir Carole. Les images du film sont absolument magnifiques. C'est tourné, bonsoir Yannick, bonsoir la Bretagne, donc c'est tourné en Amérique du Sud, et donc évidemment dans un cadre féerique de l'Amérique du Sud, et donc ça donne donc des images absolument splendides dans la forêt où se passe une partie du film, et donc du livre. Et donc le film est magnifique. Bonsoir Joël. Ce qui est intéressant également dans le film, c'est la musique du film. La musique du film est vraiment splendide également et ça fait donc un best-seller en film qui a été donc distribué beaucoup aux États-Unis, beaucoup sur le net aussi, bien que difficilement pour le trouver ensuite en français, puisque bon, évidemment au départ il est américain, donc c'est tout en anglais. Hein. Mais bon, maintenant, on peut le trouver sur le net et donc en français, mais non pas sous-titré, hein, vraiment avec la parole en français. Et puis en 2008 est sorti le DVD du film. Donc, si vous voulez, vous pouvez trouver sur le net le DVD du film La prophétie des Andes.
donc qui est tiré du livre La prophétie des Andes, écrit en 1993 par James Redfield, et dont je vais vous parler ce soir. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, donc nous sommes en 2019, donc bien loin de 1993, et depuis ce moment-là, James Redfield a écrit plusieurs autres livres en rapport avec la prophétie des Andes. Parce que les 9 révélations de la prophétie des Andes, c'est vraiment la base de l'histoire. Mais depuis sont sorties évidemment la 10e prophétie, la 11e prophétie et la 12e prophétie. Donc 3 prophéties. Et si ça se trouve, un de ces jours, je vous ferai un live sur la 10e, 11e et 12e prophétie qui correspond beaucoup à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais vous allez découvrir pour quelle raison dans un instant lorsque je vous aurai tout explicité. Donc, par contre, pas de film sur la 10, la 11 et la 12. Hein. Il y a juste sur le premier livre des 9 révélations qui est sorti le film en 2006 et le DVD en 2008. 35 millions d'exemplaires. Les autres livres, donc la 10e, 11e et 12e, sont probablement sortis en moins nombre d'exemplaires que la première. Je ne sais pas les quantités, mais enfin toujours est-il que c'est quand même un best-seller qui a passé largement l'Atlantique et qui est connu finalement un peu comme beaucoup de livres qui parlent d'initiation, qui parlent du nouvel âge, qui parlent en fait, ces livres donc, qui donnent un sens à la vie, comme le livre de Paulo Coelho, par exemple, L'Alchimiste, dont certains finalement éléments sont tirés d'une certaine manière, ou en tout cas qu'on peut rapprocher pleinement, comme je vais en parler dans un instant. Alors, la prophétie des Andes, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pas spécialement une prophétie découverte dans la cordillère des Andes, etc. Ça, c'est la trame du livre, la trame du film, la trame donc du livre en tant que roman. Mais finalement, ce roman est un prétexte pour vous parler des connaissances qui sont transmises à travers cette idée qu'a eu James Redfield de le mettre en roman, exactement comme L'Alchimiste. Bon, on ne parle pas forcément beaucoup d'alchimie, mais on parle beaucoup de transformation intérieure, qui est la véritable alchimie finalement, et du travail à accomplir sur soi. Alors, les 9 révélations consistent en fait à un certain nombre on pourrait dire, de connaissances révélées les unes après les autres, qui ont pour propos de permettre à l'humanité et permettre à chacun d'entre nous de prendre conscience du fondement même de la raison pour laquelle nous sommes en vie et de la manière dont nous pouvons vivre mieux notre vie. En fait, le fondement de la prophétie des Andes, c'est le travail sur la lecture des signes que l'univers nous donne. Voilà, si on reprend Paulo Coelho dans L'Alchimiste, il nous dit une chose extrêmement précise et que je vous invite à retenir parce que vraiment c'est le fondement même de la prophétie des Andes et c'est le fondement même de nos vies si vous y regardez bien, et je vous donne la phrase. Lorsque nous vivons notre légende personnelle, lorsque nous vivons notre légende personnelle, tout l'univers conspire à nous permettre de la vivre. Tout l'univers conspire à nous permettre de la vivre. Bonsoir Alexandra. Lorsque donc nous vivons notre légende personnelle, tout l'univers conspire à nous permettre de la vivre. Pourquoi? Comment? Parce que lorsque l'on est centré dans sa mission de vie et de ce pourquoi on est sur cette planète, eh bien, l'univers, c'est-à-dire le monde qui nous entoure, que ce soit le monde autour de nous, de nos proches, que ce soit la nature, que ce soit... En fait, tout cela va concorder, va être en coïncidence, en correspondance, et va nous apporter, bonsoir Christiane, et va nous apporter en fin de compte une information qui va nous guider dans ce que nous avons à vivre et dans ce que nous avons à faire, et qui va nous aider à comprendre pourquoi nous vivons notre vie de cette manière-là et pas d'une autre. Donc les signes... C'est ce qu'on appelle la synchronicité.
C'est ce qu'on appelle la synchronicité. Voilà, donc Non, c'est ça? C'est un- j'y viens, j'y viens, j'y viens. Et D'accord. donc, lorsque nous apprenons à décoder les signes que l'univers nous donne, lorsque nous apprenons à décoder les signes que l'univers nous donne, eh bien, nous apprenons en fait à vivre pleinement ce qui s'appelle la synchronicité. Alors, Désolé. non, non, mais c'est très bien, c'est que tu suis et que tu saisis bien les parallèles, et je voulais amener les personnes à dire, mais c'est la synchronicité ce dont ils nous parlent. Eh bien oui, c'est la synchronicité. Bonsoir Corinne. En fait, la prophétie des Andes ne va pas cesser de nous parler, tout au long de notre révélation, de la synchronicité et de la manière de la vivre. Alors, on va repartir sur les bases fondamentales, c'est-à-dire qu'est-ce que la synchronicité? Alors, la synchronicité dans nos vies, ça correspond en fait ni plus ni moins qu'au hasard qui se produisent dans le courant de notre vie et qui sont des hasards qui n'en sont pas, c'est-à-dire qui sont des coïncidences significatives. Ok, Christiane, bien, en fonction, de toute façon, il y aura le replay. Bonsoir, Corinne. En ce qui concerne donc la synchronicité, c'est-à-dire les coïncidences significatives, d'où vient le mot? Qui c'est qui l'a plus ou moins mis sur la table les premières fois? Eh bien, c'est un psychanalyste très connu, extraordinaire, qui s'appelait Carl Jung. Carl Jung, il est relativement contemporain de certains d'entre nous, puisqu'il est décédé en 1961. Donc, il est décédé finalement dans la deuxième partie du XXe siècle. Et Carl Jung s'est beaucoup passionné, donc évidemment pour la psychanalyse, la psychanalyse jungienne, notamment donc pour les mécanismes de l'inconscient, en allant beaucoup plus loin que Sigmund Freud, et en découvrant finalement, fondamentalement, qu'il existe un inconscient collectif. Bonsoir Marimo. Il existe un inconscient collectif et qu'il existe donc une connexion entre l'inconscient collectif de l'humanité et notre inconscient propre, et que nous baignons donc dans cet inconscient collectif qui finalement dirige notre inconscient lui-même dirigeant finalement notre conscience de tous les jours, tant que nous n'avons pas pris conscience que nous sommes une conscience incarnée sur la Terre qui doit permettre à cette conscience de prendre les rênes de ce que notre inconscient génère. Donc, en fait, tout le propos, c'est la conscience, finalement. La conscience d'être, ici et maintenant, la conscience d'exister et de comprendre pour quelles raisons on existe, pour les raisons pour lesquelles on est en vie, et à quoi ça sert, je vais dire, excusez-moi ce terme, tout ce boxon du monde. Donc Carl Jung a défini la synchronicité à travers des expériences qu'il a vécues lui-même avec ses patients. Bien entendu, en tant que psychanalyste, il recevait donc des personnes qui venaient notamment lui raconter leurs rêves, et son propos en tant que psychanalyste, c'était de décoder les rêves notamment. Et un jour, une dame, et je vous raconte l'origine de la synchronicité, du terme, de la manière dont Carl Jung a été amené à l'appréhender dans son histoire de vie, une dame vient le rencontrer pour lui exposer un rêve qui l'avait beaucoup marqué, qui était plutôt de nature positive. Enfin, elle ne comprenait pas en tout cas ce que ça voulait dire, mais ce n'était pas négatif ou ce n'était pas un cauchemar. Mais elle s'était réveillée quand même en plein dans son rêve, quoi, à la fin de son rêve, parce que ça l'avait beaucoup marqué. Alors, quel était ce rêve et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, il faut imaginer la scène, donc une pièce relativement aérée, au soleil, c'est en été, les fenêtres ouvertes, bien la dame donc qui est allongée sur un fauteuil presque lit, quoi, hein, comme on est allongé quand on fait une psychanalyse, et qui raconte son rêve. Voilà. Et son rêve est quoi? Eh bien écoutez, le rêve était le suivant. J'ai rêvé que j'étais dans un paysage sympathique, etc. Et à un moment donné, ce qui m'a réveillé, parce que c'est la chute du rêve qui est importante, c'est que je vois arriver dans ma main, alors elle décrit, elle tend sa main comme ça, je vois arriver dans ma main un scarabée doré. Et ce scarabée vient se poser dans ma main
Et bon, en même temps, c'était très beau parce que ce scarabée doré avait des couleurs chatoyantes, et en même temps, il m'a fait peur parce qu'un scarabée, c'est quand même un insecte, quand ça vous arrive dans la main, c'est impressionnant. Costaud. Et au moment où elle raconte ça précisément à Carl Jung, eh bien, il y a un scarabée qui passe par la fenêtre et qui atterrit réellement dans la main de sa patiente. Donc, la coïncidence significative, qui est une synchronicité, c'est le fait que quelque chose qui est pensé, quelque chose qui est dans le mental, bonsoir Patricia, quelque chose qui est dans le mental, au sens dans la pensée, qui est même dans un rêve, peut devenir une réalité concrète dans la matière, comme s'il y avait une interréaction entre notre inconscient, parce qu'un rêve, ça vient de notre inconscient, et l'inconscient collectif est la réalité tangible du monde et qui fait que bien se matérialise, on pourrait dire, son rêve à travers effectivement ce scarabée qui va atterrir dans la main de la patiente de Carl Jung au moment où elle lui raconte son rêve. Voilà. Et donc, évidemment, Carl Jung note tout ça et puis il dit c'est bonsoir Patricia, c'est quand même une sacrée coïncidence, c'est un drôle de hasard, hein, et donc c'est ce qu'on appelle une coïncidence significative. Alors, qu'est-ce que ça pouvait signifier ça après? On ne connaît pas l'histoire de la manière dont il l'a décodé par rapport à sa patiente et son histoire, mais toujours est-il que lorsque vous vivez des hasards qui sont extrêmement puissants, quoi, c'est-à-dire que manifestement, c'est tellement fort que ça peut pas être du hasard, quoi. C'est trop signifiant pour vous par rapport à une rencontre avec une personne, avec un objet. En fait, tout ça, c'est ce dont Paulo Coelho parle quand il parle des signes. Lorsque nous vivons notre légende personnelle, tout l'univers conspire à nous permettre de la vivre, cette légende personnelle. C'est-à-dire nous envoie des signes, autrement dit des coïncidences significatives, des hasards qui n'en sont pas. Alors le mot hasard a été aussi repris des fois à travers... eh bien voilà, Corentin, bonsoir peut-être. Ah non, ça, Corentin, rien à voir. Les coïncidences significatives, ça veut dire que quelque part, c'est comme si l'univers nous apportait sur un plateau quelque chose qui est à décoder, hein, parce qu'on n'a pas forcément le décodeur pour décoder les signes, mais qui doivent nous donner une indication de ce que nous avons à vivre ou de ce que nous avons à faire. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Sabrina. Donc, je reprends. Lorsque nous vivons notre légende personnelle, tout l'univers conspire à nous permettre de la vivre. Ces signes donc que l'univers nous envoie et qui permet à cette légende personnelle d'être bien vécue s'appellent donc des synchronicités, c'est-à-dire des coïncidences significatives. Tout le propos va être évidemment d'apprendre à les décoder et déjà au départ d'apprendre à y faire attention. Et bien entendu, d'une manière quand même relativement sensée, c'est-à-dire on ne va pas faire comme beaucoup de personnes ont pu faire au début, par exemple, quand on parle de géobiologie, de radiesthésie, etc. On parlait beaucoup des réseaux. Dans les années 80, on parlait beaucoup du réseau Hartmann, du réseau ci, du réseau ça. Et alors, on trouvait tellement de réseaux à gauche, à droite et au milieu. Bonsoir Sabrina. Que tout le monde avait peur de se coucher. Il y avait toujours un endroit où on ne pouvait pas être bien, quoi. Donc, c'était infernal. Et en fin de compte, on ne savait plus trop où se placer. Jusqu'au moment où on a compris et où on est en train de comprendre de plus en plus aujourd'hui, que lorsque l'on est dans sa présence, c'est-à-dire lorsqu'on est en conscience dans notre corps et dans notre vie et dans notre légende personnelle, eh bien l'énergie qui est dégagée par notre âme et qui est dégagée par nous recule les réseaux et fait en sorte que l'ambiance dans laquelle nous vivons devient vivable. Et quelque part, on ne dépend plus du tellurique de la Terre, mais au contraire de la conscience qui va faire que les énergies de la Terre vont s'aligner avec la conscience du ciel à travers nous pour nous permettre de vivre dans un endroit viable et positif. Évidemment, ça n'a plus rien à voir avec rechercher l'eau, rechercher... Bien sûr que tout ça, ça va agir, mais ce qui agit le plus, c'est la conscience. Alors donc, je reprends cette notion-là de conscience parce que c'est de cela dont nous parle la prophétie des Andes. La prophétie des Andes nous explique que lorsque nous prenons conscience que les signes envoyés par l'univers nous informent et nous donnent des informations extrêmement précises sur notre manière d'appréhender le monde et d'appréhender notre vie dans le quotidien,
eh bien, cela implique d'être présent, ici et maintenant, dans notre conscience. Ben voilà, tu vois, une synchronicité. Il y a une dame qui me met, l'année dernière, le 12 juillet, le Tour de France est passé près de chez moi. Mon père était né le 12 juillet et adorait le Tour de France. Pour moi, c'était une synchronicité. Ben oui, on peut le dire, parce que quelque part, il te faisait un petit coucou. Bien entendu. C'est clair, voilà. Et donc, vous allez trouver beaucoup de synchronicité dans le travail que fait notre ami Jean-Pascal à travers la TCI. Parce que la TCI, le propos de la TCI, qui est donc la transcommunication instrumentale, qui a pour propos de rentrer en contact avec le monde de l'au-delà, si ce monde de l'au-delà veut se manifester et que quelque part, à travers la TCI, il le fait, c'est que nous sommes en phase, en correspondance, et que nous allons recevoir des signes de l'univers qui va nous apporter donc une information. On est complètement dans le phénomène synchronistique à travers la synchronicité des TCI. Tout à fait. Les signes donc qui sont à décoder, c'est-à-dire les coïncidences significatives, eh bien, on ne va pouvoir véritablement en prendre conscience et s'en rendre compte qu'à partir du moment où on va déjà accepter que ça puisse exister, et puis y faire attention. Et on va pouvoir y faire attention d'autant plus que nous allons avoir conscience. Et donc, dans toutes les conférences que je fais, que ce soit sur l'hypnose, l'auto-hypnose, ou ceci, ou cela, ou le reste, j'ai mon classeur qui tombe, eh bien, mon propos, c'est d'exprimer le fait fondamental de ce qu'est pour moi la conscience, alors, et de ce qu'est pour moi l'incarnation, en fait. D'un point de vue spirituel, de mon point de vue, à vous de voir si vous le partagez ou si vous l'acceptez ou non, nous sommes une conscience, chacun d'entre nous, en tant qu'être vivant humain, nous sommes une conscience qui correspondrait au soi, à l'âme, à l'être spirituel que nous sommes. Nous sommes une conscience qui nous incarnons dans un corps, donc dans un corps physique, dans une incarnation, et en s'incarnant, cette conscience, malheureusement, elle perd conscience qu'elle est une conscience. C'est-à-dire que la matière, on va dire l'éducation, les mécanismes progressifs qui nous régissent vont faire en sorte qu'on perd la conscience de ce qui vient d'en haut et de ce que nous sommes fondamentalement. Donc nous sommes une conscience qui doit reprendre conscience qu'elle est une conscience. Et évidemment, lorsque cette conscience se conscientise de plus en plus, n'est-ce pas, Lancelot? Oui, Delphine. Bien, lorsque cette conscience se conscientise de plus en plus, nous apprenons progressivement à vivre ici et maintenant, c'est-à-dire donc à avoir une capacité de prendre du recul par rapport à ce que nous vivons et de ne plus rester attachés, identifiés à tout ce que nous vivons. Et en prenant ce recul, nous avons la possibilité d'observer ce que nous vivons et en l'observant, eh bien, de découvrir que nous recevons des signes, des synchronicités qui vont pouvoir nous guider. OK? Donc, synchronicité, coïncidence significative, conscience, c'est toute la base de ce que, dans la prophétie des Andes, on appelle la première révélation de la prophétie des Andes. D'accord. OK? Petite formule d'Einstein que j'aime bien, le hasard est l'habit de Dieu qui passe dans nos vies incognito. C'est sympathique. Voilà. Ouais. Alors, pour aller plus loin, il y a des philosophes au XVIIIe siècle qui se sont penchés sur la question et je vais donc vous exprimer cette chose-là d'une manière européenne par rapport à la vision bouddhiste orientale ou extrême-orientale qu'on peut avoir du karma. En fait, ce philosophe nous expliquait que lorsque nous sommes en vie, un être humain est régi fondamentalement par trois forces. Trois forces. Le destin, la destinée, la providence et la volonté humaine qui nous donne notre libre arbitre. Donc entre la destinée, la providence, il y a nous avec notre volonté humaine. Alors qu'est-ce que le destin ou la destinée? C'est énormément de choses qui nous conditionnent.
qu'est-ce qui nous conditionne fondamentalement? Déjà, notre naissance. C'est-à-dire que nous naissons dans un corps bien particulier, blanc, noir, jaune, femme ou homme, dans des conditions bien précises, dans un pays bien précis, etc. Et tout ça, on ne va rien pouvoir y changer, hein. C'est vraiment notre destin, ça. Et puis, dans ce destin-là, il va y avoir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de marques, j'allais dire, de programmation mise en place de notre destinée, qui vont faire qu'on ne va pas pouvoir beaucoup y échapper. Bon, si un homme, on ne va pas forcément devenir une femme facilement et inversement. Si nous sommes blondes, nous ne sommes pas brunes, et ainsi de suite. Et tous les conditionnements de nos naissances vont générer, oui, bonsoir Patricia, il n'y a pas de souci, il y a un replay de toute façon, hein. Donc, lorsque nous vivons, lorsque nous naissons, eh bien, il y a un destin. Et donc, ce destin, finalement, quelque part, c'est ce que l'astrologie étudie, par exemple. Lorsque nous faisons une carte du ciel, c'est-à-dire lorsque nous établissons sur un papier donc, la position des différentes planètes du système solaire et de la Lune vis-à-vis du lieu où nous sommes nés, à la verticale du lieu où nous sommes nés, à l'heure où nous sommes nés, eh bien c'est pour marquer que l'univers fait comme une marque indélébile dans notre corps, dans nos corps énergétiques, pour nous dire, bon ben voilà, t'es né sous tel signe, dans telle condition, et il y a ça qui t'attend, quoi. Après, bon, ça c'est le fatum inéluctable, on pourrait dire, de la destinée. Mais les astrologues disent bien, les astres inclinent, ils ne nécessitent pas, hein, astra inclinante non nécessitant. C'est-à-dire qu'ils nous donnent des penchants, des autoroutes de données, d'informations qui vont nous programmer dans certaines directions, et après nous allons y aller ou pas, ou il va y avoir des obstacles en correspondance. Et tout le travail sur l'astrologie, ça va être justement d'étudier comment ça fonctionne, pour essayer de voir quelles sont les périodes les plus propices pour nous pour faire telle ou telle chose, et inversement. Mais ça ne va pas prédire ce que nous allons en faire, parce que nous avons une forme de libre arbitre qui est la volonté humaine. Alors ça, c'est le fatum, c'est le destin. Deuxième force qui rentre en jeu dans notre destinée, on la surnomme la providence dans les termes français. La providence, dans la spiritualité, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit hindoue, par exemple, eh bien on l'appelle la grâce. La grâce. La grâce, G-R-A, accent circonflexe, C-E, hein, la grâce. C'est-à-dire cette espèce de coup de pouce du destin, donc du coup, pouce du ciel, la providence, coup de pouce du ciel, qui a pour propos de nous amener dans notre vie, et c'est ça les synchronicités finalement, des éléments qui vont rendre le destin, ce fatum inéluctable dans lequel nous sommes nés, eh bien, de le rendre plus vivable ou de nous apporter des solutions dans des situations inextricables. Et voilà, donc la providence, on pourrait dire, c'est l'ange gardien qui intervient quelque part, hein, dans les différentes traditions, hein. Ça va être ce que l'on va dénommer, par exemple, dans le monde musulman, on appelle ça la baraka. La baraka, c'est la chance, quoi, autrement dit, hein. C'est celui qui a de la chance, il s'en sort toujours, il est dans des situations inextricables, et au dernier moment, il y a la solution qui fait qu'il s'en sort, quoi, voilà. Donc chacun d'entre nous, à certains moments, eh bien, nous avons des coups de pouce de la providence, des coups de pouce synchronistiques qui nous amènent à rencontrer la personne qu'il fallait au moment où il fallait, la chose qu'il fallait, enfin bon, vous comprenez très bien, hein. Et donc cette providence, elle est véritablement les signes de l'univers pour nous permettre de vivre notre légende personnelle. Et puis, entre ces coups de pouce du destin et notre destinée et notre destin, notre fatum inéluctable a priori, eh bien nous avons la volonté humaine, c'est-à-dire ce que nous constituons nous-mêmes à travers notre éducation, à travers la construction de notre état d'adulte, et à travers donc nos capacités intellectuelles qui nous permettent de prendre des décisions, et puis à travers notre intuition qui doit nous permettre d'être conduits par notre conscience et donc de pouvoir recevoir plus facilement les signes du destin de la providence. La volonté humaine doit nous permettre d'avoir une trajectoire de vie qui ne doit pas se mettre en contradiction avec le sens de la vie, quoi. Parce que si on va à contresens dans la vie et qu'on va à contre-courant, eh bien, on va aller directement droit dans le mur, comme on dit, et on va se planter lamentablement
parce qu'on a pris des décisions qui ne sont pas en cohérence, en congruence avec ce que nous sommes sur tous les plans de notre être. Et c'est ça, être conscient de soi, c'est arriver à pouvoir faire des choix qui sont congruents, c'est-à-dire qui sont en correspondance avec nos capacités à tous les niveaux, et dans la mesure du possible, parce qu'évidemment, des fois, on est obligé de faire des choix qui ne sont que dictés par la destinée, ni par la providence, ni par notre volonté propre, parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Et à certains moments, on n'a pas le choix, et c'est ce qu'on appelle le karma, d'une certaine manière. Hein. Le karma extrême oriental, il est à la fois donc ce fatum inéluctable, c'est-à-dire cette loi de justice impitoyable qui fait qu'on a des choses à vivre et qu'on ne peut pas les empêcher de venir, mais en même temps, c'est aussi la récompense. Si on a accumulé, comme on dit, si on a fait des accumulations positives, comme on dit dans le bouddhisme, eh bien forcément dans notre vie vont arriver des éléments qui vont faire que ça va quand même être beaucoup plus supportable. Et donc, par exemple, ce que l'on pourrait dire, c'est que si nous avons la chance, alors vous allez me dire, bon, qu'est-ce qu'il raconte Lancelot, mais nous avons la chance d'être nés en France, pour la plupart d'entre nous. Et de vivre donc dans un endroit, c'est sympa Delphine pour Jean-Pascal, donc d'être né dans un endroit qui n'est pas les goulags de Sibérie, ni le fin fond de l'Afrique avec la mort à tous les niveaux, ni bon, plein d'endroits particuliers du pays. Bonsoir Paul. Et donc, on peut dire que nous avons donc finalement, par notre lieu de naissance, nous avons déjà une sacrée chance, une sacrée baraka. Voilà. Parce que si nous pouvons faire un live ce soir, c'est que nous avons mangé à notre faim a priori, c'est que nous avons les moyens de nous payer une ligne Internet. Enfin bon, voilà, hein, je vous passe tous les détails. Nous avons une sacrée chance dans nos problématiques quotidiennes, il ne faut pas l'oublier, et prendre conscience des malheurs du monde et découvrir à quel point, quelque part, nous sommes finalement chanceux. Donc, la destinée, la providence, la volonté humaine, et les trois vont nous permettre de vivre notre légende personnelle. Et le propos de la prophétie des Andes, c'est d'appuyer sur le bouton de la manière dont nous allons prendre en compte les signes de la synchronicité, de manière à pouvoir le vivre le mieux possible. Donc, première révélation, il existe des synchronicités, il existe des coïncidences. Comment ça se passe? Et tout le film, le début du film, montre une succession de synchronicités vécues par le héros du film, on pourrait dire, qui vont démontrer à quel point, effectivement, ces synchronicités guident sa vie. Voilà pour ce qui concerne la première révélation de la prophétie des Andes. Après, la deuxième révélation a pour propos de nous démontrer à quel point nous sommes coupés. Nous sommes coupés depuis très longtemps de notre intuition, de notre synchronicité, donc de nos synchronicités, et pendant très très longtemps, dans les siècles qui viennent de s'écouler pour l'Europe en tout cas, notamment, eh bien, nous avons vécu dans un monde extrêmement matérialiste, où la matière, où la science a pris le dessus sur nos vies, et la pensée matérialiste et scientifique obtuse a pris le dessus de telle manière que nous sommes coupés de plus en plus complètement de notre intuition, de la nature, de notre propre nature et de la relation avec la nature au point de la détruire au point où on en est, et ainsi de suite. Nous avons cherché à créer en fait une sécurité matérielle pour justement nous protéger des éléments qui semblaient nous être non propices. Et on a atteint un tel degré de sécurité matérielle que nous avons généré finalement l'inverse, parce qu'à travers la destruction de la planète, nous sommes finalement potentiellement dans une insécurité absolue par rapport au volcanisme, par rapport aux tremblements de terre, par rapport à des catastrophes naturelles qui vont nécessairement se produire de par les exactions que l'humain a portées à la planète Terre. Mais enfin, néanmoins, voilà. Donc, il faut prendre conscience que tout ça a été mis en place finalement progressivement au cours des siècles. Il est vrai aussi que la spiritualité qui était quand même gérée essentiellement en Europe
par l'Église catholique romaine, a mis en place aussi un certain nombre d'interdits et un certain nombre d'impossibilités de pouvoir éveiller l'être en le maintenant sous un joug de culpabilité, ce qu'on appelle la culpabilité judéo-chrétienne, et sous un joug d'interdit qui faisait que on n'avait pas possibilité beaucoup de dévier de sa route. Il fallait être chrétien, il fallait aller à la messe, sinon on allait en enfer. À partir de là, on n'avait pas beaucoup de choix. Et si on s'intéressait à tout ce qu'on fait nous, on allait sur le bûcher à peu près directement dans les heures qui suivaient, quoi. Donc évidemment que tout ça, ça s'est quand même maintenu pendant des siècles et des siècles, et ça a enfermé finalement l'âme et la conscience dans des peurs perpétuelles et dans des incapacités de pouvoir se révéler d'une autre manière dans l'amour inconditionnel et dans la grâce que le ciel tente de nous apporter à travers la providence. Voilà, donc la deuxième révélation, c'est pour prendre conscience de tout ça. Et puis à partir de là, les révélations continuent et nous expriment le fait qu'il serait peut-être bien de nous réveiller donc de cet état de fait, de peur, de mainmise de la spiritualité déviée par la religion, de la mainmise de la matière et de la science matérialiste sur nous-mêmes, et de permettre progressivement de prendre conscience donc, que nous sommes une conscience, c'est-à-dire d'arriver à découvrir que ce qui nous anime, anima, l'âme, ce qui nous anime, est plus de nature énergétique que de nature matérielle. Alors, ce que j'aime bien dans la physique quantique aujourd'hui, c'est que la physique de haut niveau donc, qu'est la physique quantique, nous exprime que la matière se présente sous deux formes. À la fois la matière telle que nous la connaissons, c'est-à-dire, ça semble être du dur, du solide, du ceci, du cela. Et puis, en fin de compte, on sait, de par la manière dont on voit les atomes, qu'en fait, il y a beaucoup plus de vide qu'il y a de matière dans la matière. Mais néanmoins, ça reste quand même la vision corpusculaire de la matière. Et puis, la physique quantique nous explique qu'il y a également une autre présentation de la matière, qui est la présentation rayonnant, énergie électromagnétique. Et donc, il y a le corpusculaire et il y a l'électromagnétique. Et donc, de ce fait-là, si nous prenons conscience que nous sommes aussi bien corpusculaires qu'énergie, eh bien, nous allons avoir la possibilité d'appréhender le monde aussi suivant la vision énergétique de la réalité du monde et non plus simplement sur son côté matière corpusculaire. Alors, c'est ce qui pourrait expliquer, par exemple, dans ce que l'on étudie dans le cadre des TCI ou dans le cadre des phénomènes paranormaux, hein, qu'est-ce que c'est qu'un fantôme? Finalement, c'est de la matière non corpusculaire qui a la capacité de pouvoir se déplacer, de traverser les murs, etc. Parce qu'elle n'est plus de la matière au sens traditionnel du terme, elle est autre chose. Voilà. Nous sommes constitués, d'un point de vue de l'anatomie occulte de l'homme, non seulement d'un corps physique, mais de corps énergétiques qui sont emboîtés les uns dans les autres et qui rayonnent autour de nous. Le rayonnement de ces corps énergétiques, on l'appelle l'aura, A-U-R-A. On l'appelle l'aura, on l'appelle le champ bio, machin, le champ bio truc, les différents corps d'énergie. Suivant les traditions, ces différents corps d'énergie ont différents noms. Le premier des corps, et celui qui m'intéresse tout particulièrement lorsque j'enseigne les pratiques de magnétisme, c'est le corps éthérique. Qu'est-ce que c'est que le corps éthérique? C'est le corps d'énergie qui nous alimente d'un point de vue vitalité, qui alimente notre corps et qui est notre double énergétique. Et ce double énergétique autour de nous eh bien, nous protège, c'est un peu comme un bouclier de lumière. Et lorsque l'on peut travailler sur ce corps d'énergie, ce que les acupuncteurs chinois depuis 6000 ans font avec les méridiens d'acupuncture, et ainsi de suite, et les magnétiseurs depuis toujours également, lorsqu'on travaille sur ce corps d'énergie, eh bien, on peut réparer la structure physique qui est en dessous, parce que c'est d'elle dont dépend la matière, jusqu'à un certain point, bien entendu. Et donc, c'est le corpusculaire et l'énergétique qui doivent être en relation d'une manière, j'allais dire, subtile et d'une manière intelligente l'un envers l'autre, pour que dans chacun de ces rôles-là, il y a des choses importantes à comprendre. Ce corps d'énergie,
lorsqu'il se développe, c'est-à-dire lorsque nous travaillons dessus et que nous en prenons conscience, c'est-à-dire lorsque nous prenons conscience que nous sommes une conscience autre qu'une conscience matière, mais aussi une conscience énergétique, eh bien, lorsque nous prenons conscience que ce corps d'énergie existe et qu'on peut apprendre à le développer, eh bien, naturellement, vont se développer dans ces corps énergétiques le ressenti propre de ce corps énergétique, c'est-à-dire des perceptions de nature extrasensorielle qui sont en correspondance avec les capacités donc dites paranormales de l'être humain. Notamment, va s'éveiller une des glandes les plus importantes de l'être humain, qui est donc située donc, dans l'hypothalamus derrière le front et au milieu qu'on appelle le troisième œil, qui est d'un point de vue neurophysiologique la glande pinéale ou épiphyse, et qui est constituée du point de vue anatomique un peu comme un œil, du point de vue des cellules qui le constituent un peu comme les cellules de l'œil, et par ailleurs, qui, lorsque l'on prend, lorsqu'on fait une tranche, on pourrait dire, du cerveau au niveau de l'épiphyse, on constate que la manière dont l'épiphyse se présente et la circuiterie qui est autour de l'épiphyse se présente, ça correspond exactement à un cartouche égyptien de l'œil d'Horus. Regardez et recherchez sur Internet la forme de l'œil d'Horus, qui était un dieu égyptien, et vous découvrirez que la forme de cet œil correspond exactement à la coupe anatomique du troisième œil, c'est-à-dire de la glande pinéale dans le cerveau, juste par hasard. Voilà, donc ces perceptions que le troisième œil va nous donner vont être en correspondance avec la science des chakras, avec les centres énergétiques, et vont nous permettre d'avoir des perceptions extrasensorielles, c'est-à-dire des perceptions étendues de nos 5 sens, 6e, 7e, 8e sens, qui vont nous donner la capacité donc de voyance, c'est-à-dire de perception avec le troisième œil, de médiumnité, c'est-à-dire de capacité de percevoir l'au-delà, et la capacité de pouvoir percevoir, de sortir finalement de l'espace et du temps, et d'avoir la possibilité de percevoir dans le futur ou dans le passé d'un individu, par exemple, de pouvoir travailler sur la télépathie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ces perceptions extrasensorielles qu'étudie le paranormal, finalement, sont tout à fait normales de mon point de vue. C'est-à-dire que ce sont simplement les conséquences et la réalité de ce que nous sommes en tant que conscience incarnée dans ce corps. Évidemment, ces points d'ouverture sont refermés parce que nous n'avons pas la sagesse et la compréhension pour agir avec, parce que ça donne de grands pouvoirs, et qui dit grand pouvoir dit grand désastre quand la conscience n'est pas là pour s'en servir. Donc c'est la raison pour laquelle c'est fermé. Et puis chez certains d'entre nous, du fait du travail que nous avons pu accomplir dans nos vies passées pour ceux qui y croient, eh bien c'est s'ouvre plus ou moins, c'est d'une façon plus ou moins aléatoire, c'est plus ou moins développé, et ces capacités sont là. Et si nous avons une éthique personnelle, si nous avons de la bienveillance, si nous avons fondamentalement, donc, nous sommes agis par une conscience positive, le côté Jedi de la force par rapport au côté obscur, n'est-ce pas Yoda? Eh bien, si nous prenons conscience donc, que nous sommes une conscience et que cette conscience, elle est du côté Jedi, c'est-à-dire du côté lumineux de la force, du côté des saints, du côté du Bouddha, du côté du Christ, du côté lumineux et positif des choses, eh bien, à ce moment-là, ça peut se développer et servir et être utile à l'humanité et aux êtres qui nous entourent. Et si nous développons notre énergie pour travailler avec le magnétisme et que nous apprenons à accompagner les gens pour redonner de la vitalité aux personnes, bah évidemment, c'est extrêmement positif et ce serait dommage de passer à côté sous prétexte que ça n'existe pas, puisque dans la matière, on ne peut pas le démontrer. Et donc, cette partie donc, de l'énergie que nous devons apprendre à découvrir de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes et autour de nous-mêmes, nous avons aussi à la découvrir dans la nature. Et ce que je vous invite à faire systématiquement, lorsque vous allez sortir de vos villes, de chez vous et ainsi de suite, c'est que vous allez avoir la capacité à pouvoir percevoir l'aura de ce qui... L'aura, c'est-à-dire les énergies des arbres, les énergies des plantes, les énergies des animaux. En fait, nous sommes en permanence en communication énergétique entre le monde et nous, entre la nature et nous. Et si vous allez dans la nature et que vous vous ouvrez simplement même
vous allez dans un lieu magnifique, dans un lieu de toute beauté. Hein. Et bien dans ce lieu de toute beauté, la beauté, ça ne va pas vous parler à votre intellect, ça va vous parler à vos sens subtils. Et si vous vous émerveillez de la beauté de la nature, vous allez avoir la possibilité de monter vibratoirement vos corps énergétiques pour la ressentir et pour pouvoir vivre directement en contact avec les énergies qui se trouvent dans la nature. Voilà. Donc, lorsque vous allez dans un lieu qui est magnifique, et que vous vous éveillez à la beauté du lieu, vous montez vibratoirement, et en montant vibratoirement, vos corps subtils peuvent percevoir des formes de vie et des formes de la vie qui sont différentes de la nôtre, mais qui sont en fait complices et en permanence en correspondance avec ce que nous avons à vivre, et qui aident la nature à exister, bien entendu. Donc, je parle là, pour ceux qui sont intéressés par ça, donc notamment des élémentaux de la nature, que sont les gnomes pour la partie terre, que sont les elfes pour la partie air, que sont les salamandres pour la partie feu, que sont les ondines pour la partie eau, et ainsi de suite. Hein, voilà. Les arbres sont habités par les faunes, F-A-U-N-E-S, et ainsi de suite. Bon, voilà. Les esprits dans la nature existent. Ils ont une existence, évidemment, avec des vibrations qui nous les rendent invisibles à nos perceptions traditionnelles, mais qui sont parfaitement visibles lorsque le centre énergétique en haut s'allume et s'ouvre, et qui peuvent se percevoir, même sans forcément savoir le Ajna Chakra, lorsque nous commençons à percevoir avec nos mains les corps et d'énergie des êtres et des choses. Voilà. Le propos de la troisième révélation de la prophétie des Andes nous invite à développer cela, à développer nos corps énergétiques, à développer notre perception du monde à travers l'énergie, et à partir de là, de découvrir que ce monde est rempli d'une énergie extraordinaire qui rend tout cela cohérent et qui se dénomme l'amour, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est la force énergétique qui baigne le monde et dans lequel nous baignons sans cesse, et qui est une énergie de cohérence et de congruence par rapport à la montée vibratoire de l'humanité vers son ascension un jour. Et ce que toutes les traditions religieuses ont voulu faire, au-delà de toutes les formes qu'ils ont mis en place, qui les ont empêchés de le faire, c'est justement d'éveiller les humains et de les maintenir éveillés. Comme il est dit dans les textes, veillez car l'heure est proche. Soyez vigilants et attentifs, ouvrez votre conscience à ce que vous êtes en tant que conscience incarnée, c'est-à-dire en tant qu'énergie, pour prendre conscience que le plus important, c'est l'énergie et non pas la matière, et que l'un et l'autre sont interdépendantes, mais que si vous prenez conscience de la manière dont l'énergie existe et dont l'énergie fonctionne dans vos vies, bien évidemment, ça va changer beaucoup de choses dans la manière que vous allez avoir d'appréhender le monde et d'appréhender les êtres autour de vous. Et nous passons là à la quatrième révélation de la prophétie des Andes. La quatrième révélation de la prophétie des Andes nous explique qu'effectivement, cette énergie cachée dont nous sommes coupés depuis le départ, depuis très longtemps, eh bien, nous avons tenté, tant bien que mal, d'aller la chercher là où elle se trouvait. Et donc, la majorité des humains sont en fait dans une quête perpétuelle de cette énergie, un peu comme s'il leur manquait quelque chose. Hein, cette fameuse « qu'est-ce qui me manque ?» Il me manque quelque chose. Ben oui, il me manque de l'amour. La majorité des humains sont en manque d'amour. Il me manque l'énergie primordiale de la source. Hein, donc, je cherche à travers le père, à travers la mère, à travers mon amour, c'est-à-dire à travers ma femme, ma compagne, et ainsi de suite. Et puis quelque part, je suis toujours déçu d'une certaine manière, parce que quel est l'être humain qui est capable de révéler pleinement l'amour inconditionnel sans avoir des défauts et des failles qui font que quelque part je vais m'en détourner, parce que j'en attendais trop, évidemment, et donc il faut relativiser. Mais donc cette énergie cachée, nous sommes sans cesse en train de la rechercher. Et la majorité des humains ont mis en place, de cette manière-là, un certain nombre de pratiques pour parvenir à récupérer de l'énergie, parce qu'ils sentent bien qu'ils se vident, et comment faire pour la récupérer? Eh bien, en mettant en place, d'un point de vue psychologique, des mécanismes de domination. Lorsque nous mettons en place des mécanismes de domination, alors lorsque nous sommes donc vraiment dans l'homme matière, et que nous mettons en place des mécanismes de domination sur les autres, sous plein de formes différentes que j'énumérerai
tout à l'heure, eh bien, quelque part, nous avons l'impression de récupérer de l'énergie, de nous mettre en sécurité et de pouvoir profiter du système, si j'ose dire, et des êtres qui nous entourent, et donc de ce fait-là, de nous protéger et de nous maintenir en vie à terme. Hein. C'est une forme de vampirisme finalement, à des degrés divers et variés, hein, que la volonté de domination et de manipulation. Voilà. Et donc, il est extrêmement important de prendre conscience de ça pour s'en sortir, bien entendu. Et un certain nombre d'individus qui sont parvenus à prendre conscience de tout ce que je viens de vous expliquer sur les 4 premières révélations de la prophétie des Andes et qui l'ont vécu intérieurement, eh bien, ont fait un travail de nature spirituelle pour s'en libérer. On les appelle les mystiques. Les mystiques. Les mystiques, c'est un nom qu'on leur donne. Hein. Les saints, d'une manière générale, dans toutes les traditions, les êtres de nature spirituelle qui ont compris que finalement, ce n'était pas les mécanismes de domination qui étaient importants, mais les mécanismes de bienveillance, d'amour inconditionnel, de compassion, et ainsi de suite. Donc, d'une certaine manière, les mystiques, eh bien, génèrent donc ce qu'on appelle la 5e révélation. Qu'est-ce qu'ont fait les mystiques? Eh bien, ils ont pris conscience que ce qui était le plus important dans l'univers, c'était l'énergie d'amour inconditionnel. Alors, ils se sont mis en quête de cet amour inconditionnel. Bon, les chevaliers de la table ronde vont rechercher le Graal. Le Graal, ça représente l'amour inconditionnel, la source même de l'amour inconditionnel, qui, dans la tradition chrétienne, est représentée par le Christ et par Dieu. Hein, c'est-à-dire, le Christ représenta Dieu sur terre et représentant l'amour inconditionnel qui se donne à l'humanité pour permettre à cette humanité de prendre conscience de la fraternité et de la nécessité de l'amour inconditionnel entre les êtres. De la même manière que le Bouddha 500 ans plus tôt, avait fait la même chose en 84 ans de vie, en apportant des outils qui permettent à l'humanité de développer la 2e partie du chakra cardiaque, c'est-à-dire l'énergie de compassion, la compassion donc qui permet de développer en soi l'amour inconditionnel à terme du Christ. Voilà. Et donc les mystiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord commencé par travailler avec leurs 5 sens, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose d'autre à leur disposition, et ils ont perçu qu'à travers ces 5 sens, ils pouvaient percevoir la beauté, ils pouvaient percevoir la bonté, ils pouvaient percevoir que les animaux entre eux, forcément, ils n'étaient pas forcément aussi cruels que ça, que dans la nature, il y avait des choses qui étaient... Voilà, ils ont observé la nature des choses, la nature du monde, et ils ont découvert que derrière, il y avait vraiment une force d'amour, une force de bienveillance, et une force qu'ils ont essayé d'imiter et de mettre en place et de faire entrer en eux. Et pour cela, ils ont travaillé donc sur leur conscience intérieure en essayant de faire le silence mental, c'est-à-dire ce que donc les bouddhistes chez les Tibétains appellent la pacification du mental, c'est-à-dire progressivement amener les 2 hémisphères cérébraux à émettre de moins en moins de pensées, ou tout du moins à ne pas s'identifier à ces pensées, c'est-à-dire ne pas s'identifier à ces pensées, c'est prendre du recul, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir percevoir le monde d'une autre manière que par les accrochages que notre perception des 5 sens nous fait avoir du monde. Je m'explique par exemple pour ce qui concerne donc la pratique de la méditation. La pratique de la méditation, c'est une pratique qui permet de rentrer en soi, mais il ne permet pas de rentrer en soi pour rester à l'intérieur et pour ne pas être en contact avec le monde. Ça permet de rentrer en soi pour avoir une perception du monde beaucoup plus juste et non faussée par les filtres de notre ego, et qui nous permettent d'avoir une relation au monde beaucoup plus saine et beaucoup plus en cohérence avec le principe même de notre conscience. Bonsoir Sylvia, et à la prochaine, le replay sera là de toute manière. Donc, notre conscience doit, à travers la méditation, se développer. Pourquoi? Parce que si nous abaissons le niveau de fonctionnement de nos 2 hémisphères cérébraux au niveau de l'émission des pensées en tout genre, eh bien, nous avons la possibilité d'être au calme, d'être serein, d'être centré. Enfin voilà, vous connaissez tous ces termes. Et lorsque nous avons la possibilité de rester centré, d'être calme et d'être serein, eh bien, nous allons dire, dans le monde courant, que nous avons du sang-froid. C'est pas donc que le sang il est plus froid que d'habitude, c'est simplement que nous avons la capacité à rester sans colère,
sans émotion trop violente, et que nous pouvons regarder le monde avec une capacité à pouvoir réagir à ce qui se passe en étant dans la congruence et dans la cohérence par rapport à nos idéaux spirituels. C'est le propos. Et le propos de la méditation, c'est de nous amener à mieux vivre et non pas à nous isoler du monde. La pacification du mental n'a pas pour propos de devenir des légumes, ça a pour propos de pouvoir nous permettre d'être beaucoup plus actifs en ayant les pensées qu'il faut au moment où il faut, en correspondance avec ce que nous avons à vivre. Et plutôt que d'être complètement dispersés en permanence dans des milieux de pensées qui ne servent à rien, sinon à nous voiler l'esprit et à nous rendre aveugles aux synchronicités. Ok? Vous pigez comment tout ça c'est cohérent, hein, bien entendu. Voilà, donc, eh bien, en fait, lorsqu'on étudie la manière dont les mystiques ont travaillé, ils ont appris à travailler avec des éléments que nous explique très très bien un auteur que j'aime beaucoup, encore un auteur américain, mais enfin bon, c'est comme ça, qui s'appelle Greg Braden. Greg Braden. Oui, Greg Braden, il a écrit plusieurs écrits très importants, hein, notamment L'éveil au point zéro et d'autres. Et donc, il a été étudié justement les mystiques, notamment les mystiques tibétains et autres, pour essayer de comprendre comment ils y arrivaient quoi, à méditer, comment ils arrivaient à passer des dizaines d'heures en méditation, à rester centrés et finalement à rayonner une bonté, une joie, un amour inconditionnel d'une manière extraordinaire. Quand vous voyez par exemple l'image du lama tibétain qui est sur mon avatar Facebook, hein, qui est Lama Gendun Rinpoche, qui était un maître réalisé, il a passé plus de 40 ans dans les grottes en méditation, ben vous voyez qu'il a atteint un état d'éveil spirituel, de bonté naturelle et de joie interne qui est extraordinaire. Et lorsqu'on rencontrait cet être-là, ben ça vous étiez dans son aura et ça vous abaissait toutes vos tensions, quoi, naturellement. Lorsque vous rencontrez Ama, c'est de la même nature d'expérience spirituelle. Ces êtres-là, eh bien, ils ont passé des caps de conscience qui leur permettent d'être en connexion d'abord avec leur conscience avant d'être dans la matière. Voilà. Donc c'est le propos donc, de la 5e révélation, c'est-à-dire aller voir comment ils ont fonctionné les mystiques et essayer d'utiliser les outils qu'ils nous ont apportés pour nous permettre de vivre la vie d'une autre manière afin de capter le mieux possible les signes que l'univers nous envoie pour vivre notre légende personnelle. Ok ? Et pour y parvenir, puisque au fur et à mesure que nous allons faire ce travail-là, nous allons prendre conscience des obstacles à l'intérieur de nous qui nous en empêchent. Alors ça va commencer déjà par le déni. Non, non, mais tout ça, c'est du vent. Tout ça, ça n'existe pas, ce que raconte Lancelot, mais c'est complètement faux. La science nous démontre que c'est pas ça. Ben oui, mais sauf que peut-être que la science se plante. Elle nous a démontré combien de fois et pendant combien de temps que la Terre était plate. Mais ben, la Terre, elle est ronde, et ainsi de suite. Donc, bon, voilà. Il faut arriver à essayer de sortir du cadre, non pas pour devenir des anarchistes ou des révolutionnaires, pour justement essayer d'avoir une vision différente et, si ça existait, de tenter de l'expérimenter. Et par l'expérience vécue, on va découvrir que ça existe vraiment, que ce n'est pas du vent, quoi, hein, et que ce n'est pas du pipeau. Et donc la 6e révélation va nous permettre de prendre conscience du moment où nous perdons notre lien intérieur avec l'énergie divine, avec notre conscience. C'est-à-dire que nous développons notre conscience, donc ben voilà, je fais une séance de méditation, je vais à la messe, je vais faire une prière, je vais dans un cercle de prière, je vais jouer du tambour chamanique, oui, puis je reviens dans ma vie quotidienne. Puis dans ma vie quotidienne, oh, ben, toutes ces belles pensées, toutes ces belles choses, tout ça, ça fout le camp. Hein, c'est un peu comme la grenouille de bénitier qui, lorsqu'elle sort de la messe, va déblatère sur tous les gens qui l'entourent. Bon, ben voilà, c'est le principe. On est tous quelque part un peu comme ça. On est toujours là, Delphine, hein, ça n'a pas coupé a priori. et donc, le propos est donc d'arriver à faire en sorte de maintenir cette conscience. Et pour cela, eh bien, il faut découvrir pourquoi cette conscience d'être disparaît de manière à se transformer en conscience du paraître. Ok ? Cette conscience du paraître eh bien, se génère par tout un ensemble de mécanismes qui vont être, par exemple, par rapport aux gens qui nous entourent. Nous allons essayer de fonctionner dans le mode passif. Alors, par exemple, nous allons devenir des plaintifs, des gens qui se plaignent tout le temps. Ah ben oui, il y a ça qui va pas, il y a ci qui va pas, etc. Et quand on raconte ça aux autres,
on essaie de récupérer de l'énergie, puisqu'on n'arrive plus à la contacter, l'énergie d'en haut. Alors on essaie de récupérer de l'énergie. Alors plus on se plaint, plus ceux qui vous écoutent, ah bah oui mon pauvre, ah bah oui ceci, et pop, ils vous font une petite tape dans la main, ils essaient de vous redonner de l'énergie. Donc le plaintif va se débrouiller pour récupérer l'énergie auprès de gens autour desquels il se plaint. Voilà. Vous allez aussi, donc c'est la réaction de la victime, hein, le plaintif, hein, le victime permanent. Voilà. Vous allez avoir aussi la stratégie de l'indifférent. Alors vous êtes indifférent à tout. Alors comme vous passez dans le monde en étant indifférent à tout, ben, rien ne vous atteint. Donc comme rien ne vous atteint, vous ne perdez pas votre énergie. Sauf qu'en devenant indifférent à tout, ben, les gens vont devenir indifférents à vous. À un moment donné, ça va aller droit dans le mur parce que vous n'avez plus à avoir de contact humain correct avec les autres. Vous allez être dans un égocentrisme et un égoïsme terrible, voire un orgueil terrifiant. Voilà, ça c'est l'indifférent par exemple. Vous avez aussi bon, ben, d'autres mécanismes. Le propos, par exemple, ça va être d'être dominateur, intimidateur. Alors donc vous allez intimider les gens à travers de la provocation. Et bien là aussi, vous cherchez de l'énergie. Vous essayez d'asservir les gens, c'est la domination, l'intimidateur. Hein. Alors donc vous allez les menacer verbalement ou physiquement. Vous allez être le fort des halles qui est plus fort que tout le monde. Et donc tout le monde doit s'asseoir et vous obéir, etc. L'intimidateur, c'est un des moyens de récupérer de l'énergie. Évidemment, on est dans le côté matière et on s'enlève complètement de la conscience et du cœur. Vous avez l'interrogateur. Alors l'interrogateur, c'est une autre façon de fonctionner. C'est-à-dire que quelqu'un qui est tout le temps en train de poser des questions, mais il n'écoute pas vos réponses. Il commence déjà à critiquer la réponse au fur et à mesure que vous répondez. C'est-à-dire que son mode de fonctionnement, c'est d'interroger pour pouvoir critiquer, et en critiquant de pouvoir démolir, et en démolissant, il tente de récupérer de l'énergie. C'est l'interrogateur. Vous avez donc l'indifférent et le plaintif. Voilà, je vous ai expliqué un peu. Alors tout ça, c'est des méthodes que la conscience des deux hémisphères cérébraux, du mental, de l'ego, ont mis en place pour récupérer l'énergie et qui nécessairement vous fait vous couper de votre conscience d'être et non plus votre conscience de paraître, et donc de votre impossibilité que vous avez à récupérer l'énergie du ciel et de travailler dans votre corps d'énergie et non pas dans votre corps de matière uniquement. Voilà, ce sont des stratégies psychologiques mises en place. Alors, nous passons tous, quelque part, par ces différentes stratégies. Bon, là, évidemment, je ne développe pas parce que c'est beaucoup plus vaste que ça. Hein. C'est un peu comme le triangle de Karpman, victime, hein, bourreau, et ainsi de suite. Voilà. Hein. Toutes ces choses-là sont des mécanismes psychologiques qui ont pour propos, finalement, à un moment ou un autre, de faire en sorte qu'il y en a un qui récupère l'énergie et l'autre qui la bouffe, et puis quelque part de tourner en boucle dans cette matière-là, sans avoir finalement conscience que chacun d'entre nous, nous sommes une conscience incarnée et que nous devons développer à travers l'énergie du cœur et à travers l'énergie de la bonté, de la compassion et de la fraternité et de l'amour inconditionnel, quelque chose qui va nous permettre de rentrer en contact avec nos corps énergétiques et avec l'énergie de la vie qui, de toute façon, circule à travers nous, mais dont nous n'avons pas conscience, justement. OK? Voilà. Ça, c'est la 6e révélation. La 7e révélation, eh bien, elle va avoir pour propos de mettre des mécanismes en place, puisque nous avons compris tout ce que je viens de vous expliquer jusque-là, et nous tentons de le vivre. Et en tentant de le vivre, eh bien, nous allons essayer de mettre en place des mécanismes qui permettent d'accentuer les synchronicités, d'augmenter la capacité que nous allons avoir de recevoir des signes de l'univers et d'apprendre à les décoder. Et en fin de compte, comme on dit aujourd'hui, hein, c'est les lois de l'abondance, notamment la loi d'attraction. Si nous nous centrons à l'intérieur de nous et que nous demandons d'une manière la plus juste possible, sans chercher à dominer les autres, de recevoir des éléments de vie qui vont nous permettre de vivre mieux, eh bien, tout l'univers va conspirer, nous permettre de le vivre, bien entendu. Et ceci, ça va se faire sans se faire au détriment de ce qui nous entoure, mais bien au contraire, dans une espèce de poussée collective, de montée vers le haut vibratoire de chacun. En fait, ce qui est intéressant dans les cercles de prière, par exemple, ou dans les cercles de méditation à plusieurs, c'est que nous avons vraiment la possibilité d'un point de vue collectif de monter notre vibration
en envoyant de l'amour inconditionnel à l'autre et en envoyant de l'amour inconditionnel à l'humanité et aux êtres qui nous sont chers. Et puis si tant qu'à faire, on pouvait arriver à envoyer de l'amour inconditionnel aux êtres négatifs, aux êtres noirs et à ceux qui nous font du mal, ça serait pas mal non plus, parce que quelque part, ça créerait un bouclier de lumière qui les empêcherait de nous attaquer plus, et ça ferait monter aussi ces êtres-là vers la lumière, et ça leur ferait inverser leur fonctionnement et leur fréquence négative. Parce que, encore une fois, je le répète souvent dans mes conférences, vous prenez une lampe de poche, vous allez dans une cave qui est extrêmement noire, et pourtant, même une faible lumière d'une lampe de poche ou une faible lumière d'une bougie écarte l'ombre. Les forces de la lumière ont toujours la possibilité d'écarter l'ombre, de l'éliminer, de la transmuter en lumière sans avoir besoin de passer à travers l'ombre pour faire du mal à l'ombre. Autrement dit, c'est le principe même de l'exorcisme par l'amour inconditionnel et non pas par le combat guerrier. Vous voyez toutes les conséquences que ça peut avoir. Et alors donc, eh bien, si vous voulez déclencher l'évolution jour après jour à l'intérieur de vous, vous devez progressivement prendre conscience des coïncidences significatives que sont les synchronicités. Vous devez progressivement travailler sur vous en revenant à l'intérieur de vous pour voir tous les mécanismes qui vous coupent de votre conscience supérieure et faire en sorte de développer cette conscience supérieure à travers le fait de rencontrer d'autres êtres qui sont dans les mêmes type d'énergie que vous, dans la même vision de vie que vous, de manière à pouvoir faire grossir justement cet égrégore d'énergie spirituelle autour de vous. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte, quand vous rencontrez les gens, si vous regardez les gens non plus avec la vision « celui-là, il ne me revient pas, celui-là, il va me faire une niche, celui-là, il va faire ci, celui-là, il va faire ça », mais que si vous les regardez en essayant de voir les corps d'énergie des êtres, vous allez découvrir que même chez l'être le plus sombre, il y a un corps d'énergie, sinon il ne serait pas en vie. Et si vous lui envoyez une impulsion d'amour plutôt qu'une impulsion de regret, de rejet ou d'éloignement, eh bien, vous allez peut-être pouvoir modifier progressivement son comportement. Si vous répondez à la haine par de la haine, à la guerre par de la guerre, à la colère par de la colère, eh bien, vous amplifiez ces mécanismes négatifs qui vous enlèvent la possibilité de monter en conscience. Bonsoir Isabelle Alix. Si par contre, Bonsoir. vous développez l'effet inverse, eh bien vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, comme par hasard, il y a un certain nombre de personnes qui disparaissent de votre environnement, d'autres arrivent, et quelque part, progressivement, une harmonie d'amitié et d'amour et de fraternité se met en place autour de vous. Voilà. Alors évidemment, c'est un peu idéal ce que je vous dis, mais c'est le principe. Également, ce qui va être intéressant, c'est d'apprendre à décoder ses rêves. D'apprendre à décoder ses rêves, ça veut dire encore une fois conscientiser que la nuit, c'est pas simplement de l'inconscience totale, qu'il se passe plein de choses la nuit, mais bon, je vais pas repartir sur les cours sur l'hypnose, sur la phase paradoxale et tout ce qui se passe pendant la phase paradoxale du sommeil, mais dans cette phase paradoxale de rêve, vous avez la possibilité, avec votre conscience, d'intervenir pour pouvoir travailler avec vos rêves, de manière déjà à pouvoir vous en servir par le fait de vous en souvenir à la fin de la nuit, et par ailleurs, parce que dans les rêves, votre inconscient et votre conscience d'en haut tentent de vous parler et de vous donner des informations. Donc, il est important d'apprendre à décoder ses rêves. Et puis, à terme, un jour, d'apprendre à intervenir dans ses rêves. C'est ce qu'on appelle le rêve lucide. Mais là, c'est encore une étape supplémentaire. Ok, voilà. Donc, tout ça, c'est le propos de la 7e révélation de la prophétie des Andes. On arrive donc à la 8e, tout doucettement mais sûrement. Et ça fait déjà 1h15 que je vous cause. La 8e révélation de la prophétie des Andes, oui, l'air de rien, eh bien, c'est de ressentir les phénomènes synchroniques, les phénomènes synchronistiques. C'est-à-dire que plus vous développez tout ça, plus vous allez vous rendre compte qu'une avalanche de phénomènes synchronistiques, donc de hasards significatifs, de coïncidences, vous arrive. Et que ça s'emboîte parfaitement, mais alors d'une manière extraordinaire. Et si vous les notez, après, vous allez vous dire, mais je suis complètement dans un roman feuilleton, quoi. Dans un roman feuilleton spirituel. C'est votre vie, c'est votre légende personnelle. Et donc, en fait, vous allez pouvoir vous dire, par exemple, vous avez posé une question à l'univers et vous attendez la réponse. Alors, la réponse, elle peut arriver sous toutes les formes possibles et imaginables, et surtout sur celles que vous n'avez pas imaginées, bien entendu, pour vous surprendre. Et donc,
Je donne des exemples comme ça de possibilités. Donc, vous vous posez une question X et vous attendez la réponse. Et puis, tout d'un coup, vous allumez le poste de radio ou la télé le matin en vous réveillant et vous avez la réponse dans la chanson que vous entendez, dans l'image que vous voyez, dans la voiture qui passe à côté de vous quand vous êtes dans votre voiture en train d'aller à votre boulot, dans les images publicitaires qui s'affichent sur le bord de la route, à travers la conversation de quelqu'un que vous écoutez dans le tram ou dans le train à côté de vous, et ainsi de suite. Vous avez de multiples portes possibles par lesquelles votre ange gardien, si j'ose dire, va tenter de s'exprimer. Et si vous faites attention, vous allez dire, mais c'est génial, parce que de partout arrive l'information en correspondance avec vos questions. OK? Voilà, et ça, c'est la base du fonctionnement de la 8e révélation. Prendre conscience que plus vous développez votre énergie, plus cette énergie vous revient et plus toutes les formes de vie qui sont autour de vous fonctionnent dans la même direction pour vous permettre d'aller mieux et évidemment réciproquement, parce que vous apportez aussi l'information aux autres à travers l'énergie qui monte en vous, bien entendu. Ça va vous permettre de rentrer en contact avec des êtres avec lesquels vous n'arrivez pas à rentrer en contact normalement. Je parle des enfants autistes, par exemple, des enfants handicapés, qui, eux, ne sont qu'amour fondamentalement, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est votre attention de conscience, non pas votre attention de pitié ou votre attention de mal-être, votre attention de conscience, c'est ce qu'ils attendent. L'énergie universelle de la vie, c'est-à-dire l'énergie de la conscience, elle est ni mâle ni femelle, elle n'est ni père ni mère, elle est père-mère, elle est en tant que telle ni mâle ni femelle, et elle va donc pouvoir passer à travers bien chacun des sexes pour vous transmettre l'information sans qu'il y ait de possibilité de différenciation. Quoi dire d'autre de cette 8e révélation? Évidemment, concernant les enfants en dessous de 7 ans, mais même les ados, hein, mais les enfants en dessous de 7 ans vivent pleinement dans j'allais dire, dans le bain de la source de l'énergie. Ils vivent beaucoup plus dans l'énergie que dans le raisonnement intellectuel, parce que ça ne s'est pas encore complètement développé chez eux, suivant le niveau de conscience qu'ils ont. Et de ce fait-là, ils ont un contact beaucoup plus direct avec leur intuition. Et donc, c'est très important de voir comment les enfants fonctionnent et comment retrouver notre enfant intérieur pour continuer de fonctionner comme nous en tant qu'enfants, nous étions, mais sauf qu'avec la conscience adulte, mais avec les capacités de l'enfant d'être à l'écoute des signes spontanément, sans avoir même à y réfléchir, savoir ce qu'il y a à faire, quoi, finalement. Hein. En fait, toute personne que nous croisons autour de nous est susceptible d'être porteur d'un message de l'univers, de la même manière que nous-mêmes, nous sommes potentiellement porteurs d'un message qui attend les autres, que les autres attendent, dont nous ignorons tout, mais à travers notre façon d'être, d'exister, de fonctionner, bien tout d'un coup, en vous voyant, ah ben oui, mais c'est comme ça que je voudrais être, ah ben c'est comme ça que... Et voilà, et vous avez transmis l'information. Le propos, c'est d'être dans la communication. La véritable communication d'être à être se passe de cœur à cœur, mais de cœur à cœur avec le mental qui est également en correspondance avec le cœur. En fait, le propos de chaque être humain, c'est de développer ces 3 centres, c'est-à-dire les centres correspondant aux 3 chakras inférieurs qui vont lui permettre de s'asseoir dans la matière et d'y être confortable, au niveau donc du chakra racine, d'avoir la source de l'énergie de vie, à travers le chakra sacré, eh bien, de développer une sexualité équilibrée, et à travers le plexus solaire, de pouvoir réguler son système émotionnel. Si ces 3-là sont équilibrés, eh bien à ce moment-là, le cardiaque va pouvoir recevoir cette énergie pleinement et les énergies des instincts, de la sexualité et de l'émotionnel vont s'aligner sur les désirs fondamentaux du cœur, que sont les énergies de la conscience qui passent à travers le cœur. Et d'un autre côté, si le mental est calmé à travers la pacification du mental, et s'il est capable de s'ouvrir au chakra supérieur et à la conscience supérieure, eh bien, il va pouvoir alimenter le chakra cardiaque et les chakras inférieurs pour incarner la conscience. Voilà. Donc, chaque être humain doit arriver à s'aligner, c'est ce qu'on appelle ça, s'aligner, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble des centres répondent à la même urgence de vie qu'est l'alignement sur les désirs de notre cœur et les désirs de notre âme.
Et tout ça, c'est la 8e révélation. OK? Et donc, finalement, nous en arrivons à la 9e. La 9e, c'est un peu, j'allais dire, la conclusion évidente, c'est que si chaque être humain parvenait à faire cela, nous vivrions dans un paradis. Alors, en attendant que toute l'humanité y parvienne, il est dit, et depuis très longtemps, que si au moins 1% de la population y parvient, ça va faire basculer les choses. 10% de la population, ça va faire basculer les choses. Il semblerait qu'aujourd'hui, il y ait plus de 10% de la population qui soit dans cette démarche. Non pas que cette démarche soit atteinte, mais qui a suffisamment évolué pour comprendre ce message et qui tente de le mettre en place. Et ça, c'est l'essentiel. Alors là aussi, j'aimerais donner une notion essentielle à comprendre et qui est en rapport aussi avec les TCI que tu vis ou à travers la relation qu'on a avec le monde de l'au-delà. L'au-delà ne cesse de nous répondre que de l'autre côté, ils sont bien, ils vont bien, et il n'y a pas à s'en faire pour eux. Ils s'en font plus pour nous que nous avons à nous en faire pour eux. Ça, c'est un premier message essentiel. Le deuxième message, ou peut-être le premier, c'est d'abord de dire qu'ils existent, c'est-à-dire que la vie existe après la mort du corps physique de la même manière qu'elle existe avant la vie. Le deuxième message, donc, qu'ils vont bien et que tout se passe bien. Et le troisième message, finalement, fondamentalement, c'est de comprendre que lorsque nous allons partir de l'autre côté pour les rejoindre, nous allons nous retrouver face à nous-mêmes. Et nous allons voir défiler notre vie à l'envers, un peu comme un magnétoscope, on remonterait la bande magnétique à l'envers. Hein, et nous allons voir depuis la dernière seconde de vie jusqu'à la première seconde de vie, toute notre vie à l'envers. Et nous allons la voir avec des critères extrêmement simples qui sont les critères de la conscience. Et le premier critère de la conscience, c'est comment as-tu aimé? Comment as-tu aimé? Alors tu revois toute ta vie en marche arrière avec comme critère comment as-tu aimé? Ah bah là, j'ai vraiment pas assuré. Ah bah là, ouais, là, tu y étais. Bah là, j'y étais pas, et ainsi de suite. Bon, voilà. Et on a un balayage comme ça, par rapport à la compassion, à l'amour, à la bienveillance, aux valeurs positives. Et en fonction de la réponse après le débriefing complet de notre vie par rapport à ces valeurs, eh bien, nous allons avoir notre âme, comme on dit, qui va être pesée. Hein. Alors, elle va être pesée par rapport au poids d'une plume, comme il est dit. Hein. Alors, donc, une plume, c'est quand même sacrément léger. Hein. Alors, pour que l'âme soit très légère et qu'elle fasse basculer en fonction de la conscience et non pas en fonction de la lourdeur de la matière, il y a intérêt assuré au niveau des valeurs humaines dans notre vie. Voilà. Dans tous les cas, nous serons rattrapés, c'est-à-dire que nous allons soit nous incarner à nouveau dans des vies qui vont être en correspondance avec ce que nous allons avoir à rattraper, soit au contraire de monter en conscience parce que on a atteint un niveau d'éveil tel que quelque part, on n'a plus besoin de se réincarner, ou alors on décide de se réincarner comme ce qu'on appelle les bodhisattvas, en conscience, en sachant très bien que nous avons dépassé un certain nombre de cas et que nous allons pouvoir aider d'autant plus les autres que nous avons atteint un état de sagesse intérieure qui va nous permettre de le faire. Voilà. Et dans tous les cas, en tout cas, nous allons avoir, ça va être donc fonction de nous-mêmes. En fin de compte, celui qui nous juge, c'est nous-mêmes. Et nous allons rencontrer après, évidemment, tout un ensemble d'êtres qui sont dans l'amour inconditionnel parce qu'ils ont déjà atteint cet état. Nous allons rencontrer évidemment les membres de notre famille qui nous ont aimés dans cette vie-là, ou alors les groupes d'âmes des familles dans lesquelles nous avons été avant. Et en fin de compte, fondamentalement, nous allons baigner dans l'amour inconditionnel, qui est l'amour fondamental qui anime l'humanité, qui anime la conscience de la nature, la conscience de la planète Terre, la conscience des minéraux, la conscience des végétaux, la conscience des animaux et la conscience des êtres humains. L'amour pur. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre écoute et j'attends vos questions. Alors, les amis, est-ce que vous avez des questions à poser? Sur les 9 révélations de la prophétie des Andes ou sur tout ce que je viens de vous raconter? C'est-à-dire que là, tu es vraiment rentré dans les détails. Pour moi, je veux dire, c'est clair, quoi. Après, 22h30, 21h, 1h30 de conférence. Ouais, merci Delphine. C'était été très très clair, hein, Michel. Très très clair. Mais je me suis régalé, hein. J'espère que tout le monde pourra en bénéficier et mettre en place ce qu'il faut pour ça. Alors bien sûr,
Et voilà, Dieu c'est nous, c'est le jeu au sens le soi intérieur, tout à fait. Merci C'est ça. Laetitia, bonsoir. Bon, ben, en tout cas, vraiment, vraiment super, Michel. T'as été, mais en plus au top chrono, hein, c'est vraiment 1 heure et demie. Voilà, après, on peut passer dans les questions ou si vous avez envie de parler d'une chose ou d'une autre. Jean-Pascal, peut-être tu as quelque chose ou sinon, eh bien, on peut couper là. Et puis, si chacun qui revoit en replay cette conférence, enfin ce live, C'est ça. a envie de poser des questions, bah, évidemment, vous pouvez me les poser en MP, vous pouvez les poser directement sous la vidéo. Vous pouvez les poser à Jean-Pascal. Enfin, bon, voilà, il y a plein de moyens de poser des questions auxquelles je tenterai de répondre. Moi, je n'ai pas toutes les réponses. J'ai beaucoup d'outils pour vous permettre de vivre tout ce que je viens de vous raconter, et c'est ce que je tente de vivre moi-même. Les questions, il vaut mieux les poser directement à Lancelot, hein, pas moi, hein, parce que je ne vais pas pouvoir répondre. Merci Chantal. Très intonné et très clair, hein, à digérer. Ouais. À Ah, mais il y a digérer, à intégrer et à vivre, sans se désintégrer. ouais. Sans jeu de mots. Ben, c'est ce qu'on vit tous les jours en fait, hein, mais on s'en rend pas compte, hein. Sur une synchronicité, tu vois, j'ai une histoire comme ça. Ok Isabelle. J'avais quoi? J'avais moins de 30 ans. Bon, j'avais déjà un club de karaté quand j'étais plus jeune et je voulais en réouvrir Ok un autre. Marie-Noël. Je voulais me remettre sur le marché. Et je disais à Paul, tiens, il faudrait que je revoie mon prof de karaté, il faudrait que je le revoie. C'était un jeudi, c'est pour ça que je m'en rappelle, c'était un jeudi, il faut que je le revoie, il faut que je le revoie, c'est pas possible, il faut le revoir. Merci Le Séverine. samedi, je vais manger avec mes enfants à la cafétéria, qui je vois à côté de moi, assis à côté de moi, mon prof de karaté. Et là, je me suis dit, il n'y a pas de coïncidence, enfin, il n'y a Eh ben, pas il n'y de a pas de hasard. hasard, c'est ce qu'on vient de dire. Il n'y a pas de hasard. Je veux dire, je faisais qu'y penser depuis une semaine. Boum, il me tombe dessus. Je suis allé le voir de suite. Et ça C'est s'est la fait dans la réponse de foulée. l'univers à ta question. Tu vois, c'est exactement lorsque tu vis ta légende personnelle, l'univers conspire à te permettre de la vivre. Alors, bien entendu, tout ce que je vous ai dit, quelque part, ben, vous le savez déjà finalement, fondamentalement. Mais c'est ça la prophétie des Andes. Et pour ça qu'elle a eu un tel écho à 35 millions d'exemplaires, bien entendu. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de revoir le film. Il est sympa, quoi. Et Ça maintenant, donne envie, quoi. Bon, après, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est possible. Voilà. je Donc, vais aller le voir. j'essaierai de le mettre. Attendez. Ceux qui voudront, ben, vous me le demandez. Je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous le Tu peux le passer. partager sur Parafile ou pas? Tu peux le partager sur Parafile? Je suis pas sûr, mais nous en reparlerons. D'accord. Il y a Sabrina qui t'a posé une question. Oh, pardon. Euh, Sabrina m'a posé une question. Ben, j'ai pas vu. Ben, où ça? pourrais-tu Ah, parler des ah si, rêves voilà. lucides? Ça y est. Pourrais-tu parler Pas des rêves, même trop le- si c'est pas trop le propos? Oui. Ben, je peux quand même continuer de développer un petit peu parce que ça peut intéresser tout le monde. Après, j'ai pas des connaissances exceptionnelles dans ce qui concerne les rêves lucides. Bon, déjà, la base, pour pouvoir faire un rêve lucide, c'est déjà arriver à la base, fondamentalement, déjà à prendre conscience que nous rêvons. Parce qu'il y a plein de gens, si vous les interrogez, ah non, mais moi je rêve pas. Ah ben moi je ne fais jamais de rêve, je ne rêve jamais. Alors qu'en fait le cerveau, dans la phase paradoxale, fait des milliers de rêves par nuit, très rapide, mais la conscience objective ne l'enregistre pas. Donc on considère qu'on ne rêve pas, mais en fait on rêve. Alors déjà le propos, oui vas-y, tu as une question, vas-y, Non, Jean-Pascal. en fait, un rêve contrôlé, c'est ça que tu veux dire? On contrôle Oui, son rêve, c'est ça? c'est-à-dire que la première phase pour arriver au rêve lucide, c'est déjà de prendre conscience que nous rêvons, alors que la majorité d'entre D'accord. nous a l'impression de ne pas rêver. Bon, alors évidemment, après, des fois, on sait qu'on rêve parce que quand on fait un cauchemar, bah forcément, et qu'on se réveille dedans, on Hmm. se rend bien compte qu'on a rêvé. Mais c'est un des rares cas de figure, sinon on ne se rend pas forcément compte. En fait, il faut, au moment où on s'endort, alors après, bon, bah, c'est les pratiques en auto-hypnose ou dans les techniques
des techniques de prise de conscience de soi, mais la base, c'est au minimum, au moment où on s'endort, de s'endormir en demandant à notre inconscient. Demander à son inconscient, c'est se parler à soi-même finalement. Hein. L'inconscient, n'est pas quelque chose qui est séparé de nous, nébuleux ou autre. C'est simplement une partie de nous-mêmes que la conscience objective ne conscientise pas et qui pourtant fait beaucoup de choses à l'intérieur de nous pour que nous soyons en vie. Et donc, nous demander à nous-mêmes, donc demander à notre inconscient, on dit en résumé, hein, se demander de nous rappeler des rêves que l'on a fait, que l'on va faire donc la nuit qui vient. Et donc, le demander et demander à ce que ça reste imprégné au moment du réveil suffisamment longtemps pour qu'on ait le temps de le conscientiser, de le noter. Parce que souvent, il y a un rêve, on se réveille, oh mince, et puis le temps de le noter, et hop, le goût du rêve est parti, l'image est partie, et puis alors, qu'est-ce que ça peut être les boules? C'est absolument pénible. C'est par l'entraînement. Je veux dire, il n'y a pas de secret dans le monde du mental, dans le monde du psychisme et dans le monde spirituel. C'est comme dans le monde physique. Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Hein, c'est la loi d'Hermès Trismégiste. Donc, si dans le monde physique, il faut faire des efforts, il faut s'entraîner pour arriver à un résultat, si vous voulez devenir champion du monde ou champion olympique de quelque chose, bah, si vous vous entraînez pas, vous n'y arriverez jamais. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Si vous entraînez pas votre cerveau à faire en sorte de produire des phénomènes ou des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire, et si vous lui demandez jamais de le faire, il ne le fera jamais. Il n'a aucune raison. Donc, c'est l'entraînement. L'entraînement, c'est déjà à la base, quand vous vous endormez, de vraiment vous endormir en vous concentrant sur l'image et le fait que vous voulez vous souvenir de vos rêves. Et puis, vous avez un petit cahier à côté de vous avec un stylo ou quelque chose prêt à noter ou un dictaphone prêt à enregistrer, enfin de façon à pouvoir dégainer le plus vite possible au moment du réveil, afin de pouvoir noter, entendre, enregistrer ce qui vous revient au moment du réveil. Et puis, à la longue, ben, vous allez vous rendre compte que, alors évidemment, c'est des rêves. La plupart des rêves n'ont pas de cohérence, parce que le propos, c'est que ça correspond à la phase paradoxale, c'est-à-dire au tri des informations dans la mémoire, les rêves. Donc forcément, si vous vous souvenez de ces choses-là, comme c'est de tri d'informations, de trucs de la journée, d'avant-hier, ou etc., ça peut avoir ni queue ni tête, mais déjà, vous commencez à vous souvenir. Oui, attends, vas-y, pose une question. Ouais. Quel rapport entre le rêve et le voyage astral? Attends, je continue. Ça n'est pas directement lié, mais ça peut l'être. Alors après, donc, au fur et à mesure que vous allez vous entraîner à vous rappeler de vos rêves, vous allez, et donc vous commencez à vous dire, ah ben oui, c'est vrai, je rêve vraiment, et je me rends compte que je rêve. Alors à ce moment-là, vous allez demander une deuxième chose à votre inconscient. Vous allez lui demander, lorsque vous êtes dans votre rêve, de conscientiser que vous êtes en train de rêver. Donc vous êtes dans votre rêve et vous vous représentez que vous êtes en train de rêver dans votre rêve. Et ça, c'est le début du rêve lucide. Et la fin du rêve lucide, c'est que non seulement vous allez prendre conscience que vous rêvez dans votre rêve, mais vous allez diriger votre rêve pour pouvoir le continuer, pour pouvoir le diriger d'une façon ou d'une autre, et amener votre rêve là où vous avez envie qu'il aille. Voilà. En résumé, le rêve lucide. La sortie astrale, le fait que nos corps subtils se séparent de notre corps physique et s'éloignent, ben évidemment, ça se passe également la nuit, parce que généralement, c'est la nuit qu'on est relaxé, détendu, etc. Et c'est presque une suite du rêve lucide. Vous pouvez vous demander, lorsque vous vous endormez, à partir consciemment de votre corps et à pouvoir vous souvenir de ce qui se passe lorsque vous êtes extériorisé de votre corps physique. Et puis jusqu'à un moment donné, vous allez vous retrouver, vous allez vous retrouver au plafond, vous allez vous retrouver à gauche ou à droite. Et la première des choses, ça va être de canaliser votre émotionnel au niveau de la peur. Donc encore une fois, c'est le travail sur soi qui va faire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir sortir de votre corps consciemment, ne pas en avoir peur, et ensuite pouvoir diriger votre rêve astral. Mais c'est tout un ensemble d'étapes. Vous pouvez le vivre spontanément, mais le spontanément est aléatoire et tellement rapide que vous ne contrôlez rien et que vous avez du mal à vous souvenir. Si vous voulez vraiment faire un travail pour y parvenir, ben, il existe tout un ensemble de techniques, mais en fait, nous sommes un véritable laboratoire potentiel pour travailler sur tout ça. D'accord. D'accord. Regardez les questions. Non, mais... Est-ce que Sabrina, j'ai répondu à ta question? Oui, tu as dit merci. Ouais. Oui, oui, bah, si je lisais un peu ce qu'il y a en dessous. Un petit cahier et un crayon sous le lit.
Ben voilà, exactement. Bon, mais super. Super. Bon, ben, je te laisse finir, Michel. Eh bien donc, Je te laisse conclure. moi je vous invite ce soir, eh bien, sinon à allumer une bougie, du moins à allumer une bougie dans votre cœur et essayer de vous centrer à l'intérieur de vous-même sur le meilleur de vous-même et de l'émettre vers l'humanité et vers tous les êtres en souffrance de façon à aplanir leur souffrance, sachant qu'en envoyant ça à tous les êtres sur tous les plans d'existence, vous l'envoyez aussi à vous-même parce que vous faites partie de tous les êtres. C'est clair. C'est Je clair. vous remercie de votre attention. Merci et à bientôt. Et merci à tout le monde d'être venu et à bientôt. Allez, au revoir.